Bonjour. Comprendre comment un pays organise son enseignement supérieur, c'est souvent une bonne clé pour décrypter ses ambitions, ses défis. C'est parfois assez complexe, non? Ah oui, tout à fait. C'est souvent un reflet de la société elle-même. Et aujourd'hui, justement, on va plonger dans l'organisation d'enseignement supérieur au Maroc, avec un document clé en main, la loi numéro 0100, une loi fondatrice de l'an 2000. C'est ça. Elle a vraiment redessiné le paysage universitaire marocain à l'époque. Notre source, c'est donc ce texte officiel, Qui structure tout, public comme privé. et qui définit un peu les règles du jeu. Voilà. L'idée, c'est de voir ensemble ce qu'il y a vraiment dedans, comment ça marche, les universités, leur mission, le public, le privé, comment ils cohabitent, et la place des étudiants. Bon, alors, décortiquons un peu ce cadre législatif. Absolument. Parce que cette loi 0100, ce n'est pas juste un texte administratif. Elle pose vraiment disons, les principes philosophiques et structurels de l'enseignement supérieur marocain après 2000. Les grands objectifs, les valeurs, c'est essentiel pour comprendre comment ça fonctionne, même aujourd'hui. Alors si on commence par les bases, les grands principes. La loi, d'abord, elle affirme le respect de la Constitution et l'égalité des chances. Ça, c'est fondamental. Oui, l'accès pour tous les citoyens qualifiés. Exactement. Et puis, il y a la liberté de pensée, d'expression académique, très important dans le milieu universitaire. Mais, attention, avec des limites. Objectivité, rigueur scientifique, intégrité. On n'est pas dans l'opinion pure, quoi. C'est cadré. Voilà. L'État, lui, garde un rôle central. Il planifie, il organise, il régule, en fonction des besoins du pays. Mais, et ça c'est intéressant, il doit le faire en concertation. En concertation, avec qui? Avec la communauté scientifique, le monde économique, social, les autorités locales, les régions. L'idée, c'est vraiment d'ancrer l'université dans son environnement, pas une tour d'ivoire. Mhm. Et il y a cette dimension linguistique, très présente dès le départ. On parle de développer l'arabe, de mobiliser des moyens pour la MASIG et en même temps d'assurer la maîtrise des langues étrangères. Ah oui, ça c'est un sacré programme linguistique, ça. Développer l'arabe, intégrer la MASIG, maîtriser les langues étrangères, comment on équilibre tout ça? La loi donne des pistes, pas vraiment dans ses premiers articles, non. C'est plus une déclaration d'intention forte. Après, c'est aux politiques de décliner ça. Pour les buts généraux, c'est clair. Former des compétences, diffuser le savoir, contribuer au progrès du Maroc scientifique, économique, culturel et valoriser le patrimoine. Et, point important, ça s'applique au public comme au privé. Le privé est donc encadré dès le départ. Justement, le public. Les universités, c'est le cœur du réacteur, on est d'accord? Oui, la loi les établit comme le pilier principal, même s'il y a d'autres établissements publics à côté. Ces universités, elles regroupent ce qu'on connaît, les facultés, les écoles d'ingénieurs, les instituts. Et alors, quand on regarde leurs missions officielles, oulala, c'est là qu'on voit l'ampleur du truc. Renforcer l'identité islamique et nationale, formation initiale et continue, recherche, préparer à l'emploi, faire de l'expertise, contribuer au développement global, promouvoir les valeurs universelles. Franchement, ça fait beaucoup pour une seule institution, non? C'est exactement ça, la complexité de la mission universitaire aujourd'hui. Et la loi marocaine, elle l'assume pleinement. L'université n'est pas vue comme juste un lieu de savoir, mais comme un acteur central du développement. Ce qui implique des choix, des arbitrages, j'imagine. Forcément. Et une grande capacité d'adaptation. Pour leur statut, elles sont définies comme établissements publics, créés par décret, avec une personnalité morale, elles existent juridiquement, et une autonomie administrative et financière. Autonomie, oui, mais vous avez dit sous tutelle de l'État. Ça veut dire quoi concrètement? Elle s'arrête où, cette autonomie? Alors, la tutelle, ça signifie que l'État, via le ministère, garde un droit de regard, de contrôle. Il vérifie que la loi est respectée, que ça correspond aux objectifs nationaux. L'autonomie, elle est précisée. Pédagogique, scientifique, culturelle. Donc, en théorie, elles choisissent leur programme, leurs recherches. Voilà, dans un cadre national, bien sûr, elles peuvent même négocier des contrats sur plusieurs années avec l'État pour financer des projets précis. C'est un équilibre, quoi, entre liberté académique et orientation nationale. Et structurellement, elles sont soit multidisciplinaires, soit spécialisées. Et il y a un point qui était assez novateur pour l'époque, en 2000, c'est cette idée d'université entrepreneuriale. La loi dit explicitement que les universités publiques peuvent fournir des services payants. Ah bon? Oui, créer des incubateurs pour les startups des étudiants, exploiter des brevets, vendre les produits de leurs activités. Carrément? Une université publique qui se comporte un peu comme une entreprise.
C'est un peu surprenant. Ça ne crée pas de conflit, ça, entre services publics et recherche de profit? C'est une excellente question. C'est un débat qui existe partout. L'idée derrière, c'était sûrement de diversifier les financements, d'être moins dépendant de l'État et de mieux valoriser la recherche appliquée. La loi va même plus loin, hein. Elles peuvent prendre des parts dans des entreprises jusqu'à 30% et créer leur propre filiale. Ah oui, quand même. Bien sûr, tout ça c'est soumis à l'accord de la tutelle, mais ça ouvre des portes et potentiellement des défis éthiques, oui. D'accord. Et l'organisation des études? On parle souvent du LMD. Eh bien, la loi a posé les bases de ça, en quelque sorte avant l'heure. Une structure par cycle, licence, master, doctorat, même si ce n'est pas toujours nommé comme ça, par filière, par module. Module. Oui, des unités d'enseignement. Et elle distingue bien les diplômes nationaux, reconnus partout, et les diplômes d'université propres à chaque établissement. Un point important, c'est l'accent sur les passerelles entre filières, l'orientation et la capitalisation des modules. En gros, ce qui est validé est acquis. Et qui décide des détails? L'accès, les examens? C'est un processus à plusieurs étages. Le conseil de l'université propose, ensuite ça passe devant une commission nationale, la CNCESUP, on en reparlera, et c'est validé par le ministère. C'est assez centralisé pour le réglementaire. Mais, fait intéressant, même les diplômes maison peuvent demander une accréditation de l'État. Ce qui leur donne plus de valeur. Exactement, ça les rapproche des diplômes nationaux. Bon, on a les missions, l'autonomie, les études, mais qui pilote ces gros navires que sont les universités? La gouvernance, ça a l'air d'être un sujet clé. Ah oui, c'est central. L'organe principal, c'est le conseil d'université, et sa composition, elle est très variée. C'est-à-dire? On y trouve la direction d'université, bien sûr, mais aussi des élus locaux, régions, villes, une figure religieuse locale, le président du conseil des oulémas, des représentants du monde économique et social, et puis, évidemment, des élus, des profs, du personnel, des étudiants, plus les directeurs des facultés et écoles. Waouh, ça fait du monde autour de la table. Avec des intérêts parfois différents, j'imagine. Des élus, des patrons, des profs, des étudiants. C'est fait pour quoi ce mélange? Pour une consultation large ou ça risque pas de bloquer les décisions? L'objectif affiché, c'est clair. C'est la représentation large, l'ancrage de l'université dans son territoire. En théorie, ça permet d'aligner la stratégie de l'université avec les besoins autour. En pratique, oui, ça peut rendre les débats plus complexes. Ça demande du consensus. Et ce conseil, il décide de quoi concrètement? Il a de gros pouvoirs. Le budget, les réformes pédagogiques, créer de nouvelles filières, de nouveaux établissements dans l'université, valider les coopérations, accepter les dons. Il définit la stratégie globale, en fait. Par contre, pour certaines décisions financières importantes, acheter ou vendre un bâtiment, faire un emprunt, créer une filiale, il faut l'approbation finale de la tutelle, même après le vote du Conseil. On retrouve cet équilibre, autonomie de gestion, mais contrôle de l'État. Et le visage de l'université au quotidien, c'est le président. Comment il est choisi, lui? Oui, c'est le président qui dirige. Et son mode de désignation est intéressant. Il y a un appel à candidature, les candidats doivent présenter un projet de développement, un comité examine les projets et propose 3 noms au ministère. Et c'est le ministère qui choisit et nomme pour 4 ans, renouvelable une fois. Donc un choix basé sur un projet, mais validé politiquement. C'est ça. Et son rôle, c'est le chef d'orchestre. Il préside le conseil, met en œuvre et décisions, représente l'université, coordonne tout, nomme une partie du personnel, il gère le budget au quotidien, il a des vice-présidents et un secrétaire général pour l'aider. Et cette même logique, un conseil d'établissement et un directeur ou doyen nommé sur projet, on la retrouve dans les facultés et les écoles, avec aussi des commissions internes comme la commission scientifique pour la carrière des enseignants. Il faut aussi dire un mot des autres établissements publics. Parce que le paysage public, ce n'est pas que les universités. Ah oui. Et il y a quoi d'autre? Il y a des établissements qui dépendent d'autres ministères. Agriculture, santé, industrie. Leur vocation est souvent plus spécialisée, plus orientée vers un secteur précis, la recherche appliquée, le lien direct avec le marché du travail. Et comment il s'articule avec les universités? Il fonctionne à part? Non, la loi insiste vraiment sur la coordination, l'intégration. L'idée, c'est la complémentarité. Elle encourage les passerelles pour les étudiants entre ces écoles et les universités, les programmes communs de formation ou de recherche. D'accord.
Et pour assurer cette cohérence, il y a un conseil de coordination spécifique pour ces établissements hors université. C'est différent des conseils d'université. La loi parle même de pouvoir les regrouper ou de regrouper des établissements universitaires en pôles polytechniques pour créer des synergies. Un peu comme des grands campus thématiques, quoi. Voilà un peu cette idée. Bon, ça, c'était pour le public. Mais la loi s'occupe aussi du privé. Quelle place elle lui donne? C'est un concurrent? Un partenaire? La loi le voit comme un complément public. Sa mission, elle est double. Aider à former plus de monde et apporter de la diversité, de l'innovation dans les formations, les méthodes. Mais j'imagine que ce n'est pas open bar. Il doit y avoir des règles strictes. Ah oui, tout à fait. Le privé est très encadré. D'abord, il faut une autorisation administrative pour ouvrir. Ce n'est pas automatique. Qui la donne? Elle est délivrée après l'avis d'une commission. Et ensuite, ces établissements sont sous contrôle pédagogique et administratif de l'État. L'État vérifie la qualité, les profs, le respect des normes. Il y a même des règles sur le nom. On ne peut pas s'appeler université privée ou faculté privée comme ça. Il faut remplir des conditions très précises. On entend souvent parler de diplômes accrédités ou reconnus par l'État dans le privé. C'est quoi la différence? Pour s'y retrouver, c'est important. Oui, c'est une distinction vraiment cruciale. L'accréditation, ça concerne une filière précise. Une école demande à faire accréditer, disons, son master en marketing. Si l'État dit oui, pour une durée limitée, ça veut dire que ce diplôme-là est jugé de qualité suffisante. Il peut être considéré comme équivalent à un diplôme national. C'est programme par programme. Ah, d'accord. Et la reconnaissance via? La reconnaissance par l'État, c'est un cran au-dessus. C'est un label de qualité pour l'établissement tout entier. C'est plus difficile à obtenir. Ça veut dire que l'État juge que l'établissement a un niveau global élevé sur ses formations principales. Et si une école est reconnue par l'État, alors tous ces diplômes qui correspondent sont automatiquement équivalents aux diplômes nationaux. Ah oui, donc c'est un gage de qualité beaucoup plus fort. Exactement. Pour un étudiant ou un employeur, ça change beaucoup la valeur du diplôme. Compris. Et pour les profs dans le privé, il y a des exigences? Oui, la loi impose un directeur pédagogique à plein temps, dont la nomination est validée par l'administration. Il faut aussi un corps d'enseignants permanents, qualifiés, en nombre suffisant. Ils peuvent bien sûr faire appel à des vacataires. Il y a une autre commission spécifique, la commission de coordination de l'enseignement supérieur privé, qui supervise tout ça, les autorisations, les accréditations. Et si une boîte privée ne joue pas le jeu, si elle ne respecte pas les règles? Alors là, les sanctions peuvent être sévères. Ouvrir sans autorisation, ça peut coûter cher en amende. La loi parlait à l'époque de montants jusqu'à 100 000 dirhams. Ah oui. Et d'autres problèmes, modifier les programmes sans accord, délivrer des diplômes non conformes, refuser un contrôle, c'est aussi des amendes. Jusqu'à 50 000 dirhams. Si ça se répète, les amendes doublent, les dirigeants peuvent être interdits d'exercer et l'administration peut même ordonner la fermeture. Donc le message c'est, le privé, oui, mais sous haute surveillance. C'est tout à fait ça. Encourager, mais contrôler. Parlons maintenant des principaux intéressés, les étudiants. Quels droits et quels devoirs la loi leur donne? Oui, il y a un chapitre entier pour eux. La loi reconnaît leur droit à la liberté d'information et d'expression sur les campus. Mais, un peu comme pour les enseignants, c'est encadré dans le respect des règles et sans perturber le fonctionnement. Et est-ce qu'ils ont leur mot à dire dans la gestion? Oui, la loi prévoit qu'ils participent via des élus étudiants. Ces élus siègent dans les différents conseils, comme le conseil d'université ou le conseil d'établissement. C'est une façon de faire entendre leur voix. Et ils peuvent créer des associations? Tout à fait. La loi confirme ce droit. Pour défendre leurs intérêts, organiser des activités culturelles, sportives, ces associations peuvent même recevoir de l'aide financière ou matérielle de l'État. D'accord. Et côté devoir, qu'est-ce qu'on attend d'eux? Le principal devoir, c'est de respecter le règlement intérieur de l'établissement et des services, comme les CTU par exemple. Si on ne respecte pas, il peut y avoir des sanctions disciplinaires. Ça va de l'avertissement à l'exclusion selon une procédure bien définie. Logique. La loi parle aussi des œuvres sociales pour les étudiants. C'est tout ce qui aide à la vie étudiante en dehors des cours. Le logement en CTU, la restauration, la couverture médicale. Et surtout, un système de bourse pour les étudiants méritants mais qui ont peu de moyens, et aussi un système de prêt étudiant avec des conditions avantageuses. Et qui finance tout ça? C'est un financement mixte. L'État, les collectivités locales, une participation des étudiants aussi, et puis d'éventuels dons. Pour finir, comment on s'assure que tout ce système, public et privé, fonctionne ensemble de manière cohérente?
Il y a un chef d'orchestre global. Une sorte de grand superviseur. Oui, c'est le rôle de la Commission nationale de coordination de l'enseignement supérieur, la fameuse CNCSUP. C'est elle qui chapeaute tout le système. D'accord. Et elle fait quoi exactement? Elle donne son avis sur la création des nouvelles universités, des grands établissements. Elle valide les cadres généraux des programmes d'études, les procédures d'accréditation. Elle définit les normes nationales pour l'admission, l'évaluation. Son but, c'est d'harmoniser, d'assurer une certaine qualité partout, de promouvoir la recherche, la coopération entre établissements. Elle veille à la cohérence nationale, en somme. C'est ça. Sa composition exacte, son fonctionnement, c'est défini par d'autres textes. Ah, et un dernier détail intéressant, les incitations fiscales. C'est-à-dire? Les établissements publics ou privés reconnus d'utilité publique peuvent avoir des avantages fiscaux pour acheter du matériel pédagogique ou de recherche. Et il y a un régime fiscal spécial pour encourager les institutions privées, mais à but non lucratif, celles qui réinvestissent tous leurs bénéfices dans l'amélioration de l'enseignement. Pour encourager la qualité sans but lucratif direct. Voilà l'idée. Bon, alors, si on essaye de résumer un peu l'esprit de cette loi 0100, on a ce système double, public-privé, mais où le public reste central et le privé est un complément, très encadré. Des universités publiques avec des missions hyper larges qui vont bien au-delà de la simple formation. Oui, une vision très ambitieuse de l'université. Une gouvernance complexe aussi, qui essaye d'intégrer plein d'acteurs, même extérieurs à l'université. Et puis un cadre précis pour la vie étudiante et la coordination nationale. C'est vraiment une architecture pensée pour structurer, pour orienter fortement le développement de l'enseignement supérieur. Exactement. Et ça nous amène tout naturellement à la question finale. Cette loi, elle a été pensée il y a plus de 20 ans. Le contexte a énormément changé depuis. Le monde du travail, les technologies, ce qu'on attend de l'université. C'est clair. Alors, la question qu'on peut légitimement se poser, c'est est-ce que ce cadre législatif de 2000, avec cet équilibre particulier entre l'autonomie des universités et une tutelle forte de l'État, entre des missions très vastes et des contraintes budgétaires, est-ce qu'il est encore aujourd'hui le meilleur moteur pour permettre à l'enseignement supérieur marocain de s'adapter vite, de répondre aux défis du XXIe siècle? Je pense à l'employabilité des jeunes, à l'innovation, à la compétition internationale. Ou est-ce que certaines de ces, disons, rigidités pourraient aujourd'hui être un frein? C'est la question clé, effectivement. Est-ce que ce cadre qui était ambitieux en 2000 est assez souple pour aujourd'hui pour naviguer dans un monde de l'éducation et de l'économie qui bouge très très vite? Voilà qui donne à réfléchir. C'est sur cette interrogation qu'on va conclure notre exploration de la loi 0100. Merci d'avoir été à l'écoute.